Bonjour, bienvenue à la vidéo où on fait les démonstrations du chapitre 5. Donc, on aura en premier la démonstration de l'équation des diapos sphériques avec son grandissement et ensuite la démonstration de l'équation des entiers minces avec son grandissement aussi. Je commence en vous ramenant à ma simulation des diapos sphériques. Ici, j'ai un objet qui envoie un rayon. En fait, c'est une source ponctuelle, donc on considère qu'il envoie plein de rayons dans toutes les directions. J'ai choisi d'en tracer deux possiblement pour vous faire voir ce qui se passe. Donc, chacun de ces rayons-là, quand il sort du dioptre, il est réfracté, il est dévié selon la loi de Snell-Descartes, donc les angles avec la normale avec N1 sin θ, N2 sin θ2. La normale, vu qu'on a une surface sphérique, en étant perpendiculaire à la surface sphérique, va correspondre à l'intérieur du cercle au rayon de courbure, donc va être alignée avec le centre. C'est vrai pour toutes les normales de tous les rayons que je voudrais regarder. Quand je vais trouver la position de mon image, je m'arrange pour avoir des rayons qui vont réussir à rentrer dans un œil quelque part. Et on se rappelle que si je change la position de mon objet, il faut que je change la position de mon observateur pour réussir à aller voir mon image. Je peux aussi changer quel rayon je suis en train de considérer tout en gardant mon objet à la même place. Ça pour dire qu'il y a beaucoup de paramètres qui peuvent varier. Et en tant que tel, je n'ai pas une position d'image bien définie pour un dioptre sphérique. Donc, on va devoir limiter les cas qu'on étudie pour lesquels on pourra réellement calculer la position d'une image. Et ce qu'on avait dit qu'on ferait, c'est d'aller placer l'objet et l'observateur le long d'un axe, donc le long de la ligne avec le centre de courbure. Et alors, les rayons que je vais prendre pour aller jusqu'à mon observateur vont être très très proches de cet axe-là. On va dire qu'on fonctionne avec les rayons paraxiaux ou dans l'approximation paraxiale. Donc, je choisis des rayons qui sont très 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 proches de l'axe qui va relier le centre de courbure, l'objet et mon observateur. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, j'écarte un petit peu pour exagérer pour que vous voyez bien, c'est que l'image va se faire le long de l'axe optique aussi. Donc là, ça m'enlève beaucoup de paramètres que je ne pourrais pas calculer facilement. Et tant que je reste avec mes rayons paraxiaux, avec mon observateur bien aligné, mon image va se former le long de l'axe. Donc, en fait, rendu là, j'ai même plus besoin de mon deuxième rayon parce que je sais que mon image va aller avec le prolongement du rayon dévié et mon axe optique. Et ça va être ça la base de ma démonstration. Donc, pour la démonstration, mon schéma de base, c'est d'avoir un dioptre avec un certain indice de réfraction. Ça va être mon N2. Et de l'autre côté, j'ai mon N1. Et là-dedans, je vais avoir quelque part un objet qui va envoyer donc un rayon. Donc, si j'exagère l'espacement avec l'axe pour qu'on puisse bien voir qu'est-ce qui va se passer. Ensuite, on se rappelle qu'on avait notre normale qui s'en vient à notre centre de courbure environ. Et notre rayon va être dévié. Ici, j'ai fait comme si mon N2 était plus grand que N1, donc je fais dévier mon rayon en le rapprochant de la normale. Ça ici, c'est θ2, alors que du côté initial, j'avais θ1. Ici, j'avais la distance entre mon objet et mon interface, qui est la distance P. Et au croisement de mon rayon dévié, dans ce cas-ci, j'ai pas de prolongement, donc ça va être le rayon dévié directement, ça va devenir ici mon image et je vais avoir la distance Q par rapport à l'interface. En plus de ça, comme distance à considérer, j'aurai le rayon de courbure, donc entre la surface de mon dioptre et son centre de courbure. Ensuite, j'ai dit que le rayon était dévié selon la loi de Snell-Descartes, c'est avec ça que je vais commencer. N1 sin θ1 est égal à N2 sin θ2. Et là, il va falloir que je trouve une manière d'aller énoncer mes angles θ1 et θ2 à mettre dans mon équation ici, en lien avec les positions, parce que ce que je veux, c'est relier mes positions P et Q entre elles. Pour ça, je vais ajouter d'autres angles. J'ajoute ici l'angle alpha entre l'axe optique, qui est horizontal dans mon schéma, et mon rayon. Et si je veux le retrouver
ailleurs qui va être relié à mon θ1. Je vais me retracer une ligne horizontale ici. Et j'aurai le même angle alpha entre... Pardon, je l'ai mis du mauvais côté. J'aurai le même angle alpha ici entre ma ligne horizontale et mon rayon alternateur. Je vais aussi prolonger ma ligne horizontale de l'autre côté et je vais faire la même chose avec mon rayon image. Donc ici et ici, je vais avoir l'angle bêta et les deux sont alternateurs. Il me reste un angle à aller regarder, ça va être celui qui va être fait avec la normale et celui-là, troisième lettre grecque, je vais l'appeler gamma. Je peux retrouver gamma entre l'horizontale et ma normale. Donc je peux retrouver gamma ici et je peux retrouver gamma ici aussi. Ce que ça va me permettre d'écrire, c'est que si je regarde ici, mon θ1 correspond à alpha plus gamma. J'avais oublié d'écrire θ1. Donc, j'aurai comme relation, je ne mets pas tout de suite dans l'équation de base, mais θ1 est égal à alpha plus gamma. Ensuite, si je regarde dans mon dioptre, dans mon deuxième milieu, je vais avoir gamma qui est le gros angle, mais qui va correspondre à bêta plus θ2. Donc, si ce que je veux, c'est remplacer θ2, je pourrais dire que θ2 est égal à gamma moins bêta. Ensuite, un des gros problèmes, c'est qu'on a des sinus, on n'a pas juste des angles dans notre schéma. Et c'est là qu'on va, je dirais pas exactement tricher, mais on va utiliser judicieusement notre approximation des rayons par axiaux. On va considérer que tous ces angles-là, alpha, gamma et bêta, vu que mon rayon il ne devait pas monter beaucoup vers le haut, ça va être un très petit angle. Et l'approximation va devenir l'approximation des petits angles, et ça ressemble à ceci. Donc si j'ai pris une certaine valeur de θ, mon axe ici est en radians. Quand j'écris pas de degrés, c'est parce que c'est en radians. Et je vous ai tracé les trois fonctions, juste deux fonctions trigonométriques de base et juste y est égal à x ici pour faire la comparaison. J'ai aussi donné la valeur de cosinus, je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc ce qui se passe quand j'ai des très petites valeurs de θ, donc ici j'ai juste remis ma même valeur, qui est donc mon y égale x, on peut voir que sinus et tangente ont exactement la même valeur que mon angle θ. Ça paraît aussi graphiquement parce que ici, mes trois lignes au départ sont vraiment confondues. Donc, je ne vois pas du tout la différence. Et il faut que j'augmente quand même beaucoup, si on veut, ma valeur de θ pour que ça commence à être différent. Fait que là, à 0.136, ça commence à être différent pour tangente parce que à 3 chiffres significatifs, j'aurais eu 0.137. Mais on voit que c'est encore même valide pour sinus de θ. Puis ça va le rester jusqu'à, rendu à 0.2, donc 0.2 radians, c'est plus tout à fait valide, mais facilement jusqu'à 0.1 ou 0.15, c'est valide. Si vous voulez mieux le voir graphiquement, je vais zoomer un petit peu. Un petit peu beaucoup. Ici, on peut donc voir que mes trois lignes sont vraiment confondues assez loin, rendu à 0.2. Je commence à voir tranquillement que les trois points que j'ai tracés deviennent légèrement, ne sont plus exactement superposés. Mais c'est vraiment très proche. Donc, tant que je reste avec des rayons paraxiaux, mes angles sont petits, et je vais pouvoir dire que sinus de θ est environ égal à θ. Et ça va beaucoup simplifier mes calculs. Plus tard, on va aussi le refaire avec tangente de θ dans la même démonstration. Donc, si vous regardez ici, vous pouvez voir que c'est vraiment très valide comme approximation. D'habitude, je vais dire que c'est valide environ jusqu'à 0.1 radian, mais vous pouvez voir que c'est quand même valide même un petit peu après, mais je conseille absolument d'arrêter vers 0.1 radian. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais pouvoir remplacer dans ma loi de Snell-Descartes, je vais maintenant avoir N1 θ1 qui va être environ égal à N2 θ2. Le environ égal vient de l'approximation
des petits angles qui nous dit que sinus de θ est environ égal à θ. Mais je vais enlever le environ pour la suite de la démarche, donc si je vous demande la démonstration, c'est pas essentiel. Et ensuite, je vais pouvoir remplacer donc mon θ1 et mon θ2. Donc N1 fois alpha plus gamma, qui va être égal à N2 fois gamma moins bêta. Mais là, ce que je veux, c'était pas garder mes angles, c'était aller chercher mes relations avec P et Q et probablement éventuellement R. Comment est-ce que je peux aller faire ça? Ben, je vais aller me faire des triangles rectangles dans mon schéma. Je vais changer de couleur pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc, si je prends par exemple, pour mon objet, je vais me faire un triangle rectangle ici. Et là, en ayant des rayons qui sont très proches de l'axe, comme on disait, cette distance-là, je pourrais quasiment la faire verticalement, puis ça me prend un angle droit, puis je resterai quand même vraiment à la limite de mon interface. Donc, dans l'approximation des petits angles, je ne suis pas rendu vraiment trop loin par rapport à la limite ici. Ça va faire un triangle rectangle qui va être à ce côté-ci. Je vais l'appeler H. Donc, avec ça, je peux écrire, puis je vais le mettre à côté ici, que tangente de alpha est environ égal, donc on va mettre égal parce qu'on ne gérera pas beaucoup de environ. Donc, tangente de alpha est égale à h sur p, et avec l'approximation des petits angles, on a vu que finalement, je peux dire que alpha est égal à h sur p. Je fais la même chose avec mes autres angles. Donc, par exemple, pour l'image, je peux aller faire un triangle rectangle comme ceci avec mon rayon image. Et à ce moment-là, j'aurai que tangente de bêta est égale à h sur q. Et finalement, en bleu, on le voyait quand même assez bien ici. Ça va être tangente de gamma qui est égale à h sur grand R. Donc, toujours avec mon approximation de petits angles, gamma est égal à h sur R. Et ici, je reviens en rouge. Bêta est égal à h sur Q. Je vais donc pouvoir aller remplacer chacun de mes angles avec ces relations-là dans mon équation ici. Juste avant ça, je vais distribuer mes n. Donc, je vais avoir n1 alpha plus n1 gamma est égal à n2 gamma moins n2 bêta. Et je vais mettre mes gamma ensemble du même côté. Je vais aussi envoyer bêta du même côté que alpha parce que ça va être déjà fait. Donc, je vais avoir ici n1 alpha plus n2 bêta est égal à n2 gamma moins n1 gamma. Je vais pouvoir remplacer mon alpha que j'avais ici par h sur p. Mon bêta que j'avais ici par h sur q. Ici, je vais pouvoir, en fait, je mets gamma en évidence comme à la droite. Donc, je garde n2 moins n1 dans la parenthèse. Et je remplace gamma par h sur r. Et mes h peuvent se simplifier partout. Et avec ça, j'obtiens donc n1 sur p plus n2 sur q est égal à n2 moins n1 sur r. La démonstration ne nous montre pas exactement pourquoi est-ce qu'on prenait un R1 positif pour une surface convexe et un R1 négatif pour une surface concave, mais vous pouvez voir que je l'ai fait avec une surface convexe et que j'ai pas eu besoin de jouer avec les signes. Donc ça va avec la définition pour R1 positif. Une autre chose que je vais vous faire voir, c'est que les distances P et Q, en fait, viennent vraiment, la relation avec les distances P et Q vient vraiment de notre loi de Snell-Descartes, donc de θ1 et de θ2. Donc, des fois, quand il y a plusieurs instruments d'optique ou plusieurs dioptres, bref, quand il y a plusieurs étapes, ça fait un petit peu étrange qu'on se dit « Ah oui, mais le rayon, il s'en va pas jusqu'au bout, puis l'image intermédiaire ne se formera pas. » Ce qui est important de se rappeler, c'est que quand je parle de cette distance P-là, je suis en train de décrire l'angle avec lequel mon rayon arrive par rapport à ma normale ici. Quand je parle de ma distance Q, en fait, ce que je suis en train de décrire, c'est l'angle θ2
que mon rayon image fait par rapport à la normale. Donc même si il se passe autre chose entre les deux puis que mon rayon ne se rend pas à former l'image, c'est pas grave, ma relation reste valide parce qu'en réalité, ça décrivait vraiment les angles incidents et de réfraction par rapport à la normale à l'endroit où il y avait mon titre. Donc ensuite, pour le grandissement par un dioptre, je vais refaire donc mon dioptre comme sur l'autre ligne. Là, je n'irai pas garder juste mon objet ponctuel puis mon image ponctuelle le long de l'axe. Je vais quand même avoir mon axe optique, mais je vais vouloir leur donner une certaine taille parce que si je veux parler de grandissement, il faut vraiment que j'ai une taille à mon objet puis une taille à mon image. Donc, je vais prendre un objet ici d'une certaine longueur et le rayon que je vais lui faire envoyer, je vais le faire passer exactement au point de rencontre entre mon dioptre et mon axe optique. Pourquoi? Parce que quand je suis là, ma normale est aussi le long de cet axe-là, vu qu'elle est alignée avec mon centre de courbure quelque part. Donc ma normale est vraiment par-dessus, fait que ça simplifie un petit peu ma situation. Ensuite, quelque part de l'autre côté, j'aurai mon image qui va finir par se former. Je vais faire plus petite. Normalement, pour un peu comme celui-là, c'est plus petit. Mais ça, on ne sera pas nécessairement. Donc, mon rayon va s'en aller comme ceci. Et au début, mon rayon s'en allait comme ça, toujours vers la droite. Donc, j'ai mes angles θ1 ici. Et θ2. Non, mon angle θ2 est mal placé. J'ai ma distance Q, donc θ2 c'était ici. J'ai aussi ma distance P qui est comme ceci. Et vu que je veux parler du grandissement, il faut que je place mes tailles objet et image. Donc ici, ça va être YO. Et pour l'image, ça va être YI. Ce que je vais vouloir faire, c'est aller utiliser mes triangles que j'ai ici, qui vont faire des triangles rectangles avec l'objet. Vu que je vais vouloir des mesures de côté, puis que mon image ici est rendue inversée, je vais ajouter un moins pour que, en tout, moins YI, ça devienne une mesure de côté positive. Et à ce moment-là, je vais avoir d'un côté tangente de θ2 est égale à moins YI sur Q. Et de l'autre côté, tangente de θ1 est égale à YO sur P. On utilise encore une fois l'approximation des petits angles. Donc θ1 est égal à YO sur P. Et θ2 est égal à moins YI sur Q. Ensuite, bien sûr, on a notre loi de Snell-Descartes. N1 sin θ1 est égal à N2 sin θ2. On prend encore l'approximation des petits angles. Donc N1 θ1 est égal à N2 θ2. Et je peux aller remplacer avec mes relations en haut. Donc je vais avoir à gauche N1 YO sur P. Et à droite N2 fois moins YI sur Q. Comme mon grandissement, sa définition c'est YI sur YO, taille de l'image sur taille de l'objet, c'est ce que je vais vouloir aller isoler dans mon équation ici. Vu que j'ai déjà YI en haut ici, je vais le garder de ce côté-ci. Je vais envoyer donc mon YO en bas, puis je vais renvoyer tout le reste de l'autre côté. Le moins, je l'envoie de l'autre côté. N1 était déjà en haut, N2 va être rendu en bas, Q va arriver en haut, et P va être rendu en bas. Et donc, c'est l'équation qu'on a pour le grandissement par un dioptre. Je me rends compte que mon vidéo est longue, donc je vais en faire un deuxième pour la démonstration de l'équation des lentilles minces.